20 décembre, je voudrais que simplement on essaie de faire le timing. Pour qu'il y ait élection, il faut qu'il y ait texte validé. Pour qu'il y ait le texte validé, il faut qu'on ait reçu la dernière version des textes. Nous avons déjà explosé les délais. Donc, ce qui est sûr, des élections le 20 décembre, alors qu'on n'a pas encore évalué les textes, ce n'est pas possible. Baumelle, pourquoi pourquoi? Parce que personne ne s'imaginait qu'on n'allait pas être qualifié. Je pense qu'on a la meilleure équipe. Et donc, il n'y a pas eu de plan B par rapport à cela. Et même par rapport à cela, il nous reste un mois pour préparer la CAN. Et quand on fait un changement, il ne faudrait pas faire un changement à 360 degrés, sinon on risque en plus de déstabiliser ceux pour qui on fait le changement. Il y a déjà des changements profonds qui sont en cours, et c'est pour ça nous avons décidé de dire au coach Baumelle, vous avez notre confiance, vous continuez. Nous allons tout simplement faire des réaménagements qui vont permettre après de continuer. Et je me rappelle quand on parlait à Baumelle, au coach Baumelle, on lui disait il faut préparer 2023. Il dit, Madame la Présidente, vous savez, en 2023, vous ne serez pas là, peut-être moi non plus. Donc, mais cela ne doit pas nous empêcher de préparer l'avenir. Les points saillants de l'audit. Les points saillants de l'audit, alors, nous, quand on a demandé l'audit, puisqu'on n'était pas du milieu du foot, on ne savait même pas ce qui allait en sortir. Mais les clubs savaient, eux, déjà, ce qui pouvait en sortir. Et donc, par rapport aux points saillants de l'audit, il n'y a rien qui est sorti que les clubs ne savaient pas. La seule chose qu'ils ne savaient pas, c'était l'état de délabrement du système comptable. Ils ne pouvaient pas l'imaginer. Et tout ce dont ils avaient besoin, c'était d'avoir des preuves. Les points saillants, ce que je peux retenir, vous les connaissez déjà. Je n'ai pas encore parlé, mais la presse a déjà dit ce qu'il y avait dans l'audit. Bon, est-ce qu'il faut que je revienne encore là-dessus? Les points saillants ont été les suivants. Le premier, ça a été des paiements effectués sans facture à une société. Le second, ça a été le cas régie. Le troisième, je donne les plus gros montants. Le troisième, c'était sur le contrat Jean-Marc Guillou. Le quatrième, c'était sur les stocks. Le cinquième, c'était un peu sur la valorisation, je dirais, de l'immeuble. Mais là, je veux dire, c'est un travail de technicien. C'est les 4 grands points. Sans compter le fait que, quand je parle du système comptable, celui qui enregistre, il joue le rôle de trésorier. Bon. Donc, vraiment pas de contrôle interne. Et ça, je pense que ce soit le commissaire au compte, que ce soit l'audit, ils ont tous relevé, je veux dire, ces aspects-là. Pour moi, je pense que c'est vraiment les aspects saillants. L'autre élément que l'audit a relevé, ce sont des décaissements non autorisés. C'est-à-dire que des personnes qui n'avaient plus le pouvoir d'engager ont fait décaisser plus d'1 centaine de millions. Et ça, c'est bon. C'est ce que l'audit a relevé. Ok. Je pense qu'il y avait Adou Mel aussi. Ouais. Je vais juste commencer à apporter quelques éléments de réponse et puis je vais laisser le soin à professeur. Ouais. Monsieur Adou Mel dit que on a toujours les meilleurs textes. Le 30 janvier, il a rencontré un juriste qui a dit qu'on avait les meilleurs textes. Hein? D'accord, ok. Ok. Je dirais même que ceux qui ont fait ces textes, nous avons Maître Brizouabi
qui travaille en collaboration avec nous, qui a revu ces textes, qui est aussi le président de la commission gouvernance. Mais ce que je voulais simplement dire, c'est que le monde évolue. Le monde du football évolue. Les normes évoluent. Et donc, il faut que les textes évoluent. Les textes, surtout dans le milieu du foot, ils doivent évoluer en même temps qu'évolue l'industrie du football. Sinon, il y aurait un écart entre l'évolution du secteur et puis les textes qui sont là. Je vous donne un exemple. Quand on nous dit que la caution, il ne faut plus la rendre obligatoire. C'est maintenant un principe démocratique de la FIFA. Ça évolue. Dans le monde entier, ça évolue. Donc, vous avez beau avoir les meilleurs textes, il y a des moments où vous êtes obligé de les réajuster. Donc, je ne peux pas préjuger moi-même du travail que l'équipe a fait, mais simplement ce que je veux dire, c'est que le monde évolue, et les textes aussi, et même les métiers évoluent. La pratique du football, il y a 10 ans, est différente de celle que nous avons maintenant. Donc ça, c'est ce que je peux dire. Et je ne sais pas si le professeur veut ajouter quelque chose dessus. Voilà. Merci. Alors, la question est revenue, est-ce que nous aurons des élections au 31 décembre? Je dirais il y a trois conditions pour que nous ayons les élections au 31 décembre. La première condition, c'est que nous ayons terminé notre mission d'assainissement des comptes. La deuxième condition, c'est que nous ayons terminé notre mission de révision des textes et que cette mission a été, que ces textes aient été validés par les clubs. Je pense que c'est essentiellement ces deux conditions, hein, pour que nous puissions aller aux élections. Sans ces deux, la mission serait inachevée. Non, je pense que ça c'est pour vous. Après, c'est une autre question, je reviendrai dessus. Oui, professeur. Merci bien, Madame la Présidente. La question qui a été posée par M. Adoumel et qui porte sur n'est-ce pas, l'appréciation des textes m'amène à réagir un tout petit peu à la demande de Madame la Présidente, qui a d'ailleurs fourni la réponse, n'est-ce pas, qui convient en espèces. Je crois devoir noter dès le départ que je ne porte pas de jugement de valeur sur les textes que nous avons trouvés en place. Je n'apprécie pas le point de savoir s'ils sont bons ou mauvais. Cela n'est pas de mon ressort et nous ne sommes pas là pour ça. Mais je voudrais faire observer à M. Adoumel quelque chose qu'il sait déjà et qui n'a pas manqué d'être relevé, mentionné par Madame la Présidente, à savoir que tout bouge, tout est vivant. Les textes vivent, ils sont vivants, ils évoluent. Et évoluant, ils peuvent cesser de répondre aux préoccupations, aux attentes, aux exigences pour lesquelles ils ont été établis à un moment donné. Il en va ainsi, n'est-ce pas, bien entendu, de tous les textes, des lois comme des constitutions. Je voudrais appeler à cet égard votre attention sur notre constitution, la dernière, celle qui a été adoptée, n'est-ce pas, celle du 8 novembre 2016, promulguée le 8 novembre 2016. C'est tout récent. Ce texte a été présenté comme étant l'une des meilleures constitutions au monde. Et voilà que 3 ans, quelques mois plus tard, précisément le 19 mars 2020, elle a fait l'objet d'une modification substantielle. C'est qu'il y a eu une évolution donnant à constater que certaines dispositions ne collaient plus aux réalités et qu'il fallait, n'est-ce pas, bien entendu, procéder à une retouche, à une révision pour répondre aux attentes du moment. Donc, que les textes que nous avons trouvés en place soient bons, cela n'est pas bien entendu contestable. Et bien entendu, que ces textes ne répondent pas en tout point aux exigences du moment, cela bien entendu se laisse constater. Et se laissant constater, cela exige, n'est-ce pas bien entendu, une réaction, un renouvellement, enfin des modifications. Vous savez que, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Vous savez que l'application des textes n'a pas manqué de poser problème à l'occasion des élections. Donc ces textes ont révélé d'une certaine manière leurs limites. Ce qui amène à reconsidérer les choses. Et, n'est-ce pas, la normalisation, bien entendu, fait partie, enfin, cet élément rentre dans, n'est-ce pas, bien entendu, la normalisation. Qu'il faut revisiter, reprendre, revoir, reformuler afin de surmonter cette situation difficile qui a été source de division, de déchirure. Donc, bref, d'avoir à revisiter les textes,
ne signifie pas que ce que nous avons trouvé en place était mauvais. Voilà, c'est ce que je voulais dire. La dernière préoccupation parlait de la mission d'évaluation et se demandait si on pouvait tenir 3 AG au mois de décembre. Les 3 AG, c'est une nécessité. Si on peut les réduire en 2, c'est tant mieux. Mais tout dépend de l'état d'avancement des travaux qui vont nous envoyer vers ces AG. Je vous ai dit que nous avons rencontré le commissaire aux comptes. C'est impératif que nous validions les états financiers de 2020. Ils vont être validés. Tout dépend de à quel moment, à quel moment le commissaire aux comptes va finir son, disons, son travail. Tout a été mis en œuvre pour qu'il ait toutes les informations possibles. Et on n'est pas loin de cela. La seconde AG, c'est celle de révision des textes. Si nous avons les textes le plus tôt possible, on les transmettra au club. Et la troisième, c'est celle des élections. Si on n'a pas validé les textes, on ne peut pas avoir des élections. Alors, c'est tout à fait normal. Quand vous mettez une équipe en mission, il est bon que de temps en temps, vous veniez faire un peu le point. On a déjà eu une mission, non? Oui. On a déjà eu une mission où ensemble, on s'est mis d'accord sur la méthodologie, etc. Ils reviennent, on est presque à la fin. Et c'est tout à fait normal qu'ils reviennent, qu'ils fassent les constats avec nous. Et puis qu'on avance ensemble. Comme on dit, on ne s'est pas envoyé nous-mêmes. On a été envoyés. Donc ceux qui nous ont envoyés vont nous dire c'est comment, comme on dit chez nous. Voilà. Alors, la première question est celle de M. Diakité. Est-ce que la valeur locale sera imposée? Tout est fait en concertation. Le coach Baumel a un contrat de sélectionneur et en tant que sélectionneur, c'est lui qui prend les décisions. C'est clair. Donc, on ne peut rien lui imposer. Tout a été fait en concertation. Et ça, c'est l'une des valeurs que nous avons prônées jusqu'au bout. Même dans le choix des personnes qui l'accompagnent, tout est fait en concertation. Donc, nous n'avons aucun souci, je veux dire, à ce niveau. Ce n'est pas quelque chose qui lui tombe dessus, qu'il ne savait pas. Ensemble, c'est ce que nous avons décidé pour la suite. Monsieur Sanogo, il est inquiet pour les questions de gouvernance. Pourquoi maintenant? Enfin, dites pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'on le dit? Mais sinon, nous avons commencé à y travailler depuis longtemps et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de grincements dedans. Et c'est pour ça aussi que certains s'exposent dans les journaux en dévoilant des choses que nous-mêmes, nous n'avons pas osé dévoiler. Donc, c'est un travail de fond que nous avons commencé et que nous allons continuer. Donc, maintenant, c'est tout simplement parce qu'on le dit. Mais sinon, c'est quelque chose qui a travaillé, qui a d'ailleurs créé du remue-ménage à l'intérieur. Mais c'est une méthode qui a l'assentiment de l'État, parce que ce que l'État veut, c'est que les règles soient très claires. Et tout se fait d'ailleurs en collaboration avec, puisque nous ne sommes que délégataires de pouvoir. Celui qui paye, c'est l'État. Et nous devons respecter les procédures de l'État. Vous parlez des échanges avec les présidents de clubs. Je ne sais pas c'est lesquels, mais nous avons des rencontres avec les présidents de clubs pour tout ce qui est technique, etc. Donc, on a eu une rencontre avec les présidents de clubs de Ligue 1. Au moment où on va démarrer le championnat de Ligue 2, on aura des rencontres aussi avec eux. Donc, si c'est pour ce qui est technique, je veux dire, on parle de tout, de rien, ils écrivent, ils manifestent, disons, ce dont ils ont besoin ou leur mécontentement. Le dialogue existe toujours. Et ce que j'ai noté d'ailleurs, c'est qu'ici, on écrit tout. Hein? Dans le football, on écrit tout. Sauf l'essentiel, qu'on ne documente pas. Alors, la question de M. Fernand Dédé, notre mission est prorogée ou pas? Je reviens, nous sommes une équipe de transition. Alors, quand on est une équipe de transition, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus le devoir de préparer l'avenir pour que ceux qui viennent aient un terrain, je dirais, favorable. Je donne un exemple.
Si nous ne préparions pas déjà la CAN 2021, il faut déjà commencer à boucler les budgets, etc. Et que nous attendions de passer le relais avant de le faire, c'est nous qui aurons été irresponsables. Pour mettre la pression sur ceux qui vont venir derrière, le temps de tourner. Donc je veux dire, la transition n'exclut pas que vous devez penser à l'avenir. En 2023, on ne sera pas là, mais il faut les préparer dès maintenant, ne serait-ce qu'en termes techniques. En 2022, on ne sera peut-être pas là, mais il faut le préparer maintenant. C'est même notre devoir de le faire. Et on serait irresponsable si on ne le faisait pas. Ce n'est pas parce qu'on le fait que ça veut dire qu'on veut rester. On le fait parce que c'est un devoir et c'est de notre responsabilité de le faire. Sinon, on n'est pas venu pour servir le foot. Ça peut avoir des incidences dramatiques, en fait, pour l'équipe qui vient après. Au niveau du budget, simplement, on est obligé de faire les arbitrages et tout ça avant. Vous savez, une CAN, ça coûte des milliards. Et les milliards, ce n'est pas en 4 jours qu'on les ressort. Donc, il faut déjà préparer les budgets maintenant, les valider, les discuter. Et c'est en ce moment-là qu'après, au niveau de l'ONS, ils vont rechercher les fonds au Trésor. En plus, on est à la fin de l'année. C'est être prévoyant que de prévoir ce qui sera fait par les autres au besoin. Est-ce que nous pouvons confirmer que notre mission est prorogée? Celui qui m'a envoyé n'a encore rien dit. Et vous voulez que je dise que c'est prorogé ou c'est pas prorogé? Celui qui m'a envoyé va dire. Tant qu'il n'a pas dit, je ne peux rien dire. On ne s'envoie pas soi-même. Hein? Voilà. Ensuite, bon, ceux qui confirment que la mission est prorogée, peut-être que ce sont des prophètes. Il y a des prophètes partout, hein, il y a peut-être des prophètes dans le foot aussi. Mais bon, on fait avec. Pour la question de M. Gaza par rapport au parrainage, je vais laisser professeur Bléou répondre à cette question. Et les groupements d'intérêt aussi. Ah oui, et puis il y a aussi les groupements d'intérêt. Je commence par ce qui est simple. Et ce qui est simple, c'est le point relatif au groupement d'intérêt. Il n'y a aucun changement relativement au groupement d'intérêt. Les groupements d'intérêt sont à leur place avec les droits et les obligations fixées, définies par les statuts. Donc il n'y a pas de changement. Je ne sais pas si des rumeurs ont circulé, donnant à penser que des bouleversements seraient intervenus relativement au groupement d'intérêt. Mais si c'était le cas, eh bien, il faudrait noter qu'en réalité, il n'en est rien. Les textes que nous avons préparés et qui ont été soumis à la FIFA reconduisent les groupements d'intérêt en leur statut, en leur pouvoir, sans omettre bien sûr les obligations qui sont les leurs. S'agissant maintenant du parrainage, c'est un point un peu complexe. Nous avons échangé longuement. Et Madame la Présidente vous l'a dit, peut-être même pendant des mois, on ne s'accordait pas. On a échangé sur le principe même du parrainage. Est-ce qu'il faut retenir le parrainage? Quelle en est la nécessité? Quelle en est l'utilité? Est-ce nécessaire? On a échangé longuement. Il y en a qui étaient pour le maintien, pour le principe. Il y en a qui étaient, n'est-ce pas, bien entendu, pour l'abrogation ou la suppression, n'est-ce pas, du parrainage. J'étais de ceux-là. Et après, lorsque, n'est-ce pas, bien entendu, la majorité soutenant la nécessité de consacrer le principe du parrainage a triomphé, j'étais pour, n'est-ce pas, bien entendu, cette modalité-là, qui devait conduire à reconnaître aux clubs la possibilité d'apporter leur parrainage à autant de candidats que possible. Et ma thèse, c'est que, n'est-ce pas, le parrainage, ce n'est pas l'élection. Parrainer, c'est témoigner de ce que le candidat que l'on soutient a, n'est-ce pas, les aptitudes requises pour présider la FIFA. Et est de ce fait digne d'être candidat. On peut parrainer quelqu'un sans voter pour lui, nécessairement. On dit, celui-là, il peut diriger. Je le parraine. Mais ça ne veut pas dire qu'on votera nécessairement pour lui. Il y aura plusieurs candidats. On a échangé longuement et on a coupé la poire en deux. Ce qu'on avait retenu, c'était que, n'est-ce pas, bien entendu, quelqu'un qui veut diriger la FIFA doit témoigner d'une certaine légitimité, doit avoir une certaine légitimité, bénéficier d'une légitimité certaine. Et, n'est-ce pas, l'idée que nous avons retenue, c'est que pour avoir cette légitimité,
il faut être appuyé par 2 clubs de Ligue 1, 2 clubs de Ligue 2, 3 clubs de Ligue 3. On s'est accordé là-dessus. Et tout récemment, ça a été remis en cause par la FIFA. Nous avons été donc amenés à modifier en suivant ce qui a été prescrit, n'est-ce pas, bien entendu, retenu par la FIFA. Donc ce qui est retenu, c'est 4 parrainages. 4 parrainages, n'est-ce pas, de clubs ou de groupements d'intérêt. Et ou de groupements d'intérêt. Les 4 parrainages peuvent venir, n'est-ce pas, des clubs de Ligue 1, ou des clubs de Ligue 2, ou des groupements d'intérêt, etc. Peu importe, toutes les combinaisons sont possibles. Il n'y a plus de préférence, il n'y a plus de hiérarchie. Il n'y a plus, n'est-ce pas, de quota attribué à telle catégorie ou à telle autre. Peu importe. Dès lors qu'il y a 4 parrainages, cela est valable. Et ce que nous avons ajouté, n'est-ce pas, tenant compte bien sûr de la situation antérieure vécue qui a été source de paralysie, c'est que, n'est-ce pas, les candidats ne peuvent recueillir que 4 parrainages. Pas plus, pas moins. Si un candidat va au-delà de 4, n'est-ce pas, parrainages, et bien entendu, le surplus est, n'est-ce pas, invalidé. Le surplus est invalidé, et je crois qu'il a été retenu également que ce candidat cesse, n'est-ce pas, bien entendu, d'être éligible. La candidature est rejetée. S'agissant des clubs ou groupements d'intérêt qui peuvent être amenés à accorder leur parrainage, eh bien, l'idée, le principe, est qu'un club ou un groupement d'intérêt ne peut accorder qu'un parrainage, un seul, pas plus. Si un club va au-delà de cette exigence, il perd son droit de vote. Voilà ce que nous avons mis dans les textes. Je vous ai tout dit là, à propos des temps, bien entendu, du parrainage. Voilà. Par rapport à la première question, est-ce que nous avons salué les joueurs et est-ce que nous allons rencontrer les clubs de district et les clubs au niveau de la région? Je dirais que nous les avons salués, mais peut-être pas participer à leur rassemblement. Et je m'explique. Vous savez que nous nous sommes partagés un peu la tâche. Maître Abbé est celui qui est le plus proche des joueurs. Ils sont proches de moi, ils m'appellent, ils m'écrivent, etc. On se parle. Mais c'est vrai que au moment où le ministre passait les saluer, je n'étais pas sur place. Mais Maître était là, on était 3 membres du comité de normalisation et à 3, nous y sommes allés pour les saluer. Les clubs de district, les clubs du régional, nous allons les recevoir à notre retour. Ils nous ont fait même une demande écrite, donc c'est quelque chose qui sera fait. Je sais qu'ils sont impatients de rentrer comme membres actifs, mais cela ne dépend pas de nous directement, ça se fera après. Ils ont ensuite demandé si on pouvait relancer les différents championnats de district et de région. Nous allons travailler ensemble pour voir ce qui est possible. Je dirais que dans la relance des championnats, nous avons cette année un énorme souci. C'est que le seul stade qui peut être utilisé actuellement, c'est le stade Champroux. Les clubs de Ligue 2 refusent aussi de jouer au Parc des Sports. Donc, on est obligé d'avoir un championnat concentré sur le stade Champroux. C'est un souci que nous essayons de traiter, mais c'est un souci qui est réel. Le stade Champroux reste disponible pour les filles. Nous allons continuer là-dessus. Alors, avec quel président nous travaillons? Au niveau de la Ligue 1, au niveau de la Ligue professionnelle, on n'a pas besoin de travailler avec un président. On travaille avec la commission centrale des arbitres. C'est elle qui fait les tests. C'est elle qui désigne les arbitres. Donc, qu'il y ait un président ou qu'il n'y ait pas de président, ce sont des arbitres. On les utilise comme professionnels. Donc, on ne travaille pas avec un président en particulier, on travaille avec la commission centrale des arbitres. Je pense qu'à ce niveau, d'ailleurs, Maître pourrait apporter un complément de réponse, hein, aussi bien pour les éléphants que pour... parce que lui, il est arrivé bien avant moi. Moi, je suis arrivée juste, je dirais, même le jour du match. Il va parler de... S'agissant de la rencontre ou des salutations à l'égard des joueurs et tout,
Donc, nous les avons suivis. Hein. Depuis Abidjan, nous sommes allés au Bénin, on était tout le temps avec eux. Moi, je suis parti en premier lieu avec Mme Bileaka, qui est l'autre membre du comité de normalisation. Nous sommes restés avec eux tout le temps. Au Bénin, donc on mangeait ensemble, on discutait ensemble, et après on les laissait quand ils devaient discuter en aparté avec les encadreurs et le coach, donc on les laissait discuter parce qu'on ne voulait pas s'immiscer encore dans cette intimité sportive. Voilà. Et là-dessus, nous avons continué sur Douala. Et à Douala, c'était la même chose. Nous sommes arrivés tard dans la nuit, ils ont mangé. Nous, on était tellement crevés que nous sommes allés dormir. On est arrivé, il était 3 h du matin. Et c'est des jeunes, ils ont voulu manger. Ils sont allés manger et ils ont même repris le petit déjeuner à 8 h du matin pendant que tout le monde dormait. Donc après, on les a revus, on a discuté ensemble avec eux. Ils étaient vraiment dans le match, ils étaient concentrés à ce moment-là. Et tout le long, on se côtoyait, on parlait ensemble, on voyait certains déambuler sur les étages. En tout cas, on était tous ensemble et la présidente est venue avec le ministre et on a continué à discuter avec eux jusqu'au début du match, enfin, jusqu'à ce qu'ils entrent. On a même assisté à leurs entraînements, voilà, pour vous dire. Donc on était là. On a tout suivi jusqu'au bout. Ils savaient qu'on était là parce qu'après, on a eu à échanger à plusieurs reprises. On discutait, on rigolait. Parce que si je vous donne une anecdote, Sérédier, à un moment donné, a refusé que Maxwell monte dans le car. Ça, c'était à Douala. Donc Maxwell est venu me demander, je me suis mis à genoux devant Sérédier pour qu'il puisse le laisser entrer dans le car. Donc c'était un peu des petites choses comme ça, on plaisantait, on rigolait, et voilà. Donc on était avec eux tout le temps. Voilà ce que je voulais vous dire. Au niveau de la commission des arbitres, donc comme vous le savez, il y a une présidente au niveau des arbitres, Madame Atakou. Donc c'est elle qui... avec son bureau, prend les décisions de concert avec M. Diefonier, qui a l'expérience des arbitres, selon les difficultés qui peuvent être engendrées par un match. Il discute avec Dieu pour choisir les meilleurs arbitres, ceux qui pourraient être à la hauteur pendant un match assez difficile. Mais leur bureau s'organise tout le temps, avant chaque match, ils s'organisent. Et ils ont les meilleurs arbitres, la plupart c'est des arbitres fédéraux, parce que je les vois passer, des arbitres de la CAF, en tout cas de grands arbitres. J'ai ensuite la question de Ange Quadio, c'est ça non? Qui dit que tout ce que nous faisons vise à éliminer un candidat. Quand je regarde ma feuille de mission, il n'est pas écrit dedans éliminer un candidat. Il est écrit dedans assainir. Si c'était propre, ma mission n'aurait pas lieu. Et je n'ai même pas demandé une mission. Je ne savais même pas qu'il y avait des problèmes, je veux dire, à la FIF. Donc je pense que déjà dans un premier temps, on ne met pas en mission 4 personnes juste pour venir tacler des personnes. Donc ça n'a jamais été dans ma mission. Deuxièmement, j'ai toujours dit qu'on n'est pas venu pour faire une chasse aux sorcières. On est venu pour travailler en tout professionnalisme. Dites-moi, qui va reprendre en main la gestion d'une entreprise sans en faire un audit? Est-ce qu'un audit veut dire tout de suite on accuse? Est-ce que vous m'avez entendu parler ou écrire quelque chose pour ou contre quelqu'un? Au contraire, j'ai dit que l'audit, c'était un audit de l'état des lieux et que l'audit était destiné au club. On me parle aujourd'hui de cas régie. Qui en a parlé dans les journaux? Le comité de normalisation n'a jamais ni dit un mot, ni acté pour ou contre quelqu'un. Nous avons travaillé en tout professionnalisme. Et ça, je voudrais vraiment mettre l'accent là-dessus. De deux, on nous dit oui, pourquoi on a fait un audit, on devait faire un audit contradictoire. L'ancien COMEX, quand ils sont venus, la première des choses qu'ils ont fait, c'est pas de faire un audit.
L'audit, c'est quelque chose de normal. Il n'y a pas à en avoir peur. C'est tout à fait normal et c'est tout à fait sain. Partout dans le monde entier, cela se fait. Alors pourquoi est-ce qu'on va nous demander, nous, de venir faire une mission et de venir juste là pour accompagner? On n'est pas là pour accompagner. On est là pour établir des faits. Et on va établir les faits. Et pour établir les faits, on n'est pas des experts comptables. Ce sont les experts comptables qui viennent établir les faits. Deuxièmement, l'équipe est restée en place. La seule personne que nous avons enlevée, c'est le DEX. Et même sur le limogeage du DEX, nous n'avons pas osé aller plus loin parce qu'il faut respecter la dignité des personnes. Mais toute l'équipe est là et ils sont informés de tout ce qui se passe, ils sont informés. Mais si on voulait vraiment manigancer quelque chose, on aurait complètement décapité l'équipe. On aurait envoyé une équipe nouvelle. C'est la même équipe qui est là. Nous ne sommes qu'une équipe de transition. Donc, j'aimerais qu'on me relève les faits exacts que nous avons posés et qui ne sont pas ordinaires et qui ont tendance à dire qu'on est là pour éliminer quelqu'un. Tous les actes que nous avons posés sont des actes professionnels. On nous dit, mettez en place un manuel de procédure. Ce n'est pas contre quelqu'un, ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour la transparence dans le foot. Donc, je trouve que c'est à ceux qui le disent de confirmer cela. L'audit, on a tout fait pour ne pas que l'audit soit diffusé par la presse. Vous m'avez posé plusieurs fois la question. Je n'ai jamais donné d'informations sur l'audit. Mais qui a sorti les informations sur l'audit? Ce n'est pas moi. Parce que je me suis refusé de le faire et j'ai tenu ma parole. En assemblée générale, on me pose la question, je réponds parce que ce sont les clubs qui ont posé la question à travers un chapitre qui s'appelle les interpellations. Ils l'ont écrit un mois à l'avance. Madame, on aimerait savoir ce qu'on dit, ceci, ceci, ceci. Et j'avais le devoir, moi, de leur répondre. C'est au club que j'ai répondu, jamais à la presse. Donc aujourd'hui, on est en train de parler de cas régie. Qui a parlé de cas régie dans la presse? Ce n'est pas le comité de normalisation. Parce que nous avons dit, il y a ce qui reste parmi les clubs et il y a ce qui se fait à l'extérieur. Et c'est tout. Et je vous ai dit, il n'y a rien dans l'audit que les clubs ne savaient pas. Ils avaient juste besoin d'avoir, je veux dire, des données sûres. Donc, ceux qui le disent, c'est à eux de le prouver. Mais en tout cas, nous, on a travaillé en toute conscience. Et puis, sincèrement, par rapport à ma philosophie de la vie, je ne vais pas gaspiller mon énergie à me battre contre quelqu'un pour que ça m'apporte quoi. Ça, c'est ma philosophie de vie. Je suis là pour une mission. Ma mission, c'est de ramener de la normalité à la FIF. S'il y avait la normalité, ma mission n'aurait pas été nécessaire et je ne serais pas venue. Donc, au niveau du comité de normalisation, en tout cas, c'est notre attitude. Et vous n'allez voir aucun membre du comité de normalisation citer quelqu'un ou faire une action, je veux dire, contre quelqu'un. On est là pour le football. Rien que pour le football. Mais ce qui est fait, nous avons le droit de le savoir et de le transmettre à qui de droit. C'est tout. Donc, de la même manière où on dit, on a eu une injonction de faire l'Assemblée générale, j'aimerais qu'on m'en apporte la preuve. Je pense que c'est ceux qui le disent qui doivent en apporter la preuve. Nous, en notre âme et conscience, on est resté toujours dans le respect des individus et dans le respect de la parole que nous avons donnée. Alors, votre deuxième question, c'est est-ce que nous ne préparons pas la prolongation? Je vous ai dit que la normalisation, c'est une mission. D'abord, une mission de gouvernance. Si on a fini de nettoyer les comptes, qu'ils sont approuvés, qu'on a fait les recommandations nécessaires pour que l'équipe qui vienne mettre en place un bon système comptable, etc. Nous savons où se trouve notre limite. Hein. Notre limite, c'est d'avoir une situation claire et transparente financière de la FIF. Une fois qu'on a terminé cela, on fait des recommandations pour que l'équipe qui vienne après
mettent en place un système de gestion qui permette de ne pas retomber dans les mêmes travers. Donc on sait très bien où s'arrête notre limite. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, notre mission va s'arrêter ici, parce que c'était un élément de notre mission. On a réussi à faire approuver les textes. Ça, c'est la deuxième condition. Et elle va s'arrêter si on a réussi à, comme on appelle, à faire élire un nouveau président. Il y a 3 conditions. Si ces 3 conditions sont remplies, pourquoi voulez-vous qu'on reste? La première condition, la gouvernance financière. Je vous ai dit qu'on a refait tout le travail avec le commissaire aux comptes. Au début, je ne me rendais même pas compte de la profondeur des choses. J'ai même dit en 2 semaines, ça va se faire. Avec le commissaire aux comptes, on n'a pas encore terminé. Je vous ai dit qu'il y avait des freins à donner les informations. J'ai dit au staff, plus vous traînez à nous donner les informations, plus vous nous maintenez. Mais nous n'irons pas tant que nous n'avons pas clarifié un certain nombre de choses. On s'est mis d'accord. Le commissaire aux comptes dit, si on lui donne 2 semaines, il pourra terminer. Donc la balle est dans son camp. S'il a terminé, on fait notre assemblée générale, ça fait 1 de moins. On a approuvé les textes, ça fait 2 de moins. On a réussi à faire, comment on appelle, les élections, c'est terminé. On n'a plus de raison d'être, notre mission est terminée. Nous sommes une équipe de transition, nous sommes là pour une mission. Et il faut que les conditions de cette mission-là soient remplies. C'est ce que je peux dire là-dessus. Ensuite, les clubs, les 10 clubs de foot féminin. C'est l'une des innovations que nous avions apportées, de faire passer les clubs de foot féminin en ligue. Mais évidemment, on nous a dit, c'est pas la peine de les mettre dans les textes maintenant. Je vous ai dit même les questions de genre. Parce qu'on va dire, comme vous êtes une femme, vous avez choisi des femmes qui vont venir influencer le vote, alors que c'est quelque chose de très clair et normal. On a même envoyé une équipe au Maroc pour aller voir comment le foot féminin est organisé au Maroc. Et puis au moment de mettre dedans, on dit bon, c'est bien votre proposition, mais mettez-la de côté, parce que sinon on va dire que vous avez choisi des femmes pour venir influencer le vote. Mais c'est quelque chose qui était prévu. Parce qu'il faut donner aussi de la visibilité aux femmes. Mais malheureusement, ça ne pourra pas se faire maintenant. Après la normalisation, cela pourra se faire. Je vais peut-être passer la parole à mes collègues et puis après, je vais dire le mot de fin. D'accord. C'est bon? Dis quelque chose. Alors, pour ma part, j'aimerais juste vous dire que c'est vrai que notre mission n'a pas été facile. Et elle n'est toujours pas facile parce que là nous sommes presque au bout, mais tout n'est pas encore terminé. Comme vous l'a dit la présidente, nous attendons des échéances, donc des textes et les textes comptables pour pouvoir les produire et faire l'AG afin que cet AG puisse adopter aussi donc, un certain quitus concernant les textes et les textes comptables. Voilà, nous avons ces 2. Et ensuite, nous passerons aux élections. C'est vrai que ce n'est pas facile et c'est vrai que vous, en tant que journaliste, j'espère que vous allez faire passer donc, le message aussi pour que la population ivoirienne, donc les sportifs, la plupart, et même les non-sportifs, puissent aussi comprendre que ce n'est pas une mission assez simple, assez facile et qu'il y a plusieurs éléments dont il faut tenir compte parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut se mettre à moderniser une situation qui est ancrée dans une certaine difficulté. Donc il faut tout mettre en œuvre pour que les choses puissent se réaliser. Et penser également à nos éléphants qui vont bientôt entrer en compétition pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un élément très important parce que c'est le point de départ de notre CAN 2023 parce que c'est tout ce qui va se faire en 2022 va être très important pour la suite des événements. On pourra constater donc le jeu des éléphants, voir leur évolution et se dire qu'en 2023, ce sera une grande fête en Côte d'Ivoire. Alors, pour mon mot de fin, je dirais, je voudrais réitérer que nous sommes
une mission de transition. Et quand on est une mission de transition, c'est une transition pour préparer l'avenir. Et donc, c'est ce que nous essayons de faire, aussi bien au plan technique, aussi bien au plan juridique et aussi bien aussi au plan de la gouvernance. Nous préparons l'avenir pour que d'autres personnes viennent continuer et pérenniser. Sortons du fétichisme des dates. La fin de notre mission dépend de ceux qui nous ont envoyés, mais dépend aussi de la résolution d'un certain nombre d'équations qui nous ont été données. La première équation, c'est la gouvernance financière. Si cette équation est résolue, terminé. La deuxième, c'est la question juridique, et nous allons la faire. Et la troisième, c'est des élections transparentes, c'est ce que nous allons faire. Donc nous nous engageons à le faire. Je dirais, malheureusement, tout ne dépend pas de nous. Nous avons besoin de retours extérieurs. Et après ces retours extérieurs, nous allons engager ce qu'il y a de mieux à faire. Je voudrais aussi vous rassurer que nous n'allons pas nous répandre dans les journaux. Parce que ce n'est pas notre manière de nous exprimer. Et nous avons toujours dit que notre cible principale, ce sont les clubs. C'est pour eux que nous travaillons et c'est pour le foot que nous travaillons. Et je voudrais terminer en disant, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous avons bien commencé et nous allons bien terminer. La mission qui nous a été confiée, nous allons la réaliser, je veux dire au prix de nos vies, mais nous allons la réaliser parce que nous sommes une équipe de mission. Je vous l'ai dit dès le départ, je pense que si vous écoutez mes premières interviews, on est une équipe de mission, on n'est pas là pour nous-mêmes. On nous a donné une mission de redresser, et on ne redresse jamais sans casser des œufs, on ne redresse jamais sans frustrer, mais comme on dit chez nous, l'aîné il est là pour mettre, comme on appelle, ses frères au dos. Quelles que soient, je veux dire, les conséquences futures, nous allons réaliser notre mission parce qu'il y va. Il y va de l'avenir du foot ivoirien. Il n'y va pas de l'avenir d'individus. Il y va de l'avenir du foot ivoirien qui doit maintenant se mettre à un niveau international. Nous allons continuer de travailler en toute impartialité, comme j'ai dit, pour le foot. Et puis, je termine vraiment en disant, oui, c'est vrai, nous avons chuté, nous n'avons pas pu nous qualifier pour le mondial. La guerre n'est pas perdue, mais je pense que, et ça je voudrais m'adresser à vous aussi les journalistes, je pense que si c'est dur pour nous, sachant aussi que c'est dur pour les joueurs. Pour ce qui a été vu dans les vestiaires et même dans l'avion quand on venait, c'est quelque chose qui a été aussi dur pour eux. Alors, essayons de les encourager, ne les crucifions pas. Ils ont besoin de nous. Et nous aussi, on a besoin d'eux pour continuer de faire vivre la fibre nationale. Donc, je voulais simplement dire tous derrière les éléphants pour que cette CAN se vive bien, se vive avec les changements qui vont être faits et surtout que nous puissions être les heureux gagnants de cette CAN. Audio Jungle.